Mathieu Bock-Côté. Il réveille les esprits endormis. Je Et la n'entends pas, technique monsieur. nous avait quelque peu trahi. La technique nous avait joué un mauvais tour, mais c'est l'occasion aujourd'hui de reprendre cet échange dans des conditions techniques meilleures, conditions technologiques meilleures. Françoise David, bonjour. Bonjour, désolé pour l'autre fois. Oh, il n'y a pas de souci, ça fait partie de l'époque. La technologie souvent nous trahit. Alors, on s'était quitté l'autre fois avec une conversation qui basculait sur la question nationale et je m'en voudrais de ne pas la reprendre à ce moment. La question nationale a été un peu évacuée des 20 dernières années politiques au Québec. Elle était présente, mais elle était plus structurante. Elle est en train de le redevenir. Est-ce que pour Oui. vous, c'est une bonne nouvelle que la question nationale redevienne la question structurante de notre vie politique? Pour être complètement honnête avec vous, d'abord, c'est une surprise. J'avoue que, honnêtement, là, je n'avais pas vu ça venir et je dirais que ça fait quelques mois, là, ça fait pas des siècles, hein, qu'on sent que ça reprend de la place, mais c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Euh, je ne l'espérais presque plus. Vous savez, j'ai un certain âge, je me disais, ça se fera peut-être pas avant que moi je vous quitte tous, mais non, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Après, ça sera, il y aura bien des discussions, hein. Ben, les discussions sont nombreuses, mais à tout le moins, une qui perce en ce moment, c'est comment cette question nationale revient. On peut dire que la mouvance qui est la vôtre, globalement, a voulu associer l'indépendance à un projet de société en particulier. Oui. On pourrait dire plus à gauche. Il y en a d'autres pour qui l'indépendance était une fin en soi. Et là, elle revient aussi par ce qu'on appelle la question identitaire. La crainte qu'ont les Québécois de disparaître, l'inquiétude d'être minorisés. Pour vous, c'est une inquiétude qui est, je devine que le vocabulaire n'est pas le vôtre, mais pour vous, c'est une inquiétude qui est légitime? Mais ça sera, tant que le Québec ne sera pas un pays, ça sera une inquiétude éternellement légitime. Mon problème à moi, parfois, et là où nous pouvons avoir des désaccords, ça n'est pas que nous nous inquiétions. C'est normal de s'inquiéter quand, si on se place en Amérique du Nord, hein, comme, mettons, groupe francophone, on est une infime minorité. Donc, franchement, ça serait un peu surréaliste de pas s'inquiéter. Une fois qu'on s'inquiète, la question, et ça, c'est la question qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de paroles, ben, c'est comment on travaille. Alors, moi, j'ai plaidé depuis toujours, et c'était déjà le cas en 95, quand je faisais partie des partenaires pour la souveraineté. J'ai plaidé, je plaide encore pour que le projet souverainiste, il soit le projet, on peut pas dire de tout le monde au Québec, ça sera jamais le projet de tout le monde, c'est comme n'importe quelle idée politique ou sociale, c'est jamais tout le monde, mais pour que ça devienne le projet vraiment d'une majorité de gens, moi je plaide que ce soit un projet inclusif. Inclusif, ce que ça veut simplement dire, c'est de s'adresser à tout le monde, de ne pas s'adresser uniquement aux Québécois francophones de vieille souche comme mes parents, peut-être les vôtres, je sais pas, mes ancêtres venus de la Nouvelle-France, là. Je pense que là, il faut déborder vraiment ce cadre-là. Même en 95, on a eu de la difficulté à le faire. Moi, je me rappelle de certaines réunions où je plaidais déjà pour ça, puis on me disait, de toute façon, ça sert à rien, ils voteront pas pour nous, les immigrants. Mais d'abord, c'était pas des immigrants, c'était des citoyens canadiens. Puis deuxièmement, ben, si on s'adresse jamais aux gens, ils voteront jamais pour nous. Donc, c'est ça que moi, j'aimerais voir renverser, et je ne suis pas naïve, je suis consciente de toutes les difficultés que ça pose. Mais pour moi, mon Québec à moi, là, celui du présent, de l'avenir, mon souci, ma vision d'un Québec indépendant, c'est celui vraiment de tout le monde. Puis c'est celui aussi, et ça, vous savez, dans mon cas à moi, c'est bien avant Québec solidaire, là. C'est celui où on porte non pas un projet à gauche toute, là, parce que je suis très consciente qu'il existe des nationalistes de droite, c'est correct, la discussion est là, mais un projet, disons, qui fasse un peu rêver quand même, non seulement la préservation du français, bien sûr, non seulement à comprendre que le Québec s'est bâti sur une histoire et qu'il a une culture. Bon, tout ça, je pense qu'on peut rapidement être d'accord là-dessus. Mais un Québec aussi où, par exemple, dans une constitution, on assumerait, comme dans bien d'autres pays, qu'un certain nombre de droits de droits, en fait, je vais le dire comme ça, de droits économiques, sociaux, culturels, doivent être là pour tout le monde.
Ça s'appelle une constitution, c'est pas un mot très sexy, là, mais n'empêche que c'est ça que ça veut dire. Puis moi, j'aimerais qu'on bâtisse les deux en même temps, le pays et la constitution de ce pays. Mais alors, je pose la question très honnêtement, est-ce que votre deuxième objectif ne vient pas entraver le premier? Je m'explique. On veut, c'est pas une sacrée personne, je veux l'indépendance, vous la souhaitez. L'avenir du français, on l'a en commun. Donc ça, on a des raisons partagées. Pour le reste, dans la Constitution, moi, je voudrais mettre le droit de propriété, par exemple, ou d'autres choses, puis les droits sociaux dont vous parlez, qu'on en débatte au Parlement, mais c'est pas des droits à constitutionnaliser. Et je devine que votre vision de la Constitution ne serait pas la mienne. Puis ça, c'est normal, on est en démocratie. Est-ce que plus on surcharge la Constitution d'un bord ou de l'autre, à gauche ou à droite, est-ce qu'on ne risque pas de perdre des électeurs, par exemple des gens de Québec? Inversement, si on mettait une Constitution trop à droite, on vous perdrait. Donc, est-ce que l'idée, c'est d'avoir une Constitution la plus légère possible? Et nos débats de gauche, de droite, on les aura dans un Québec indépendant, avec des partis, tout ça, mais on ne surcharge pas le projet de société. Ben, je comprends ce que vous voulez dire par le mot surchargé, puis sur ce point-là, je peux être d'accord avec vous, là. Il s'agit pas d'aller dans le moindre détail parce qu'effectivement, on n'en sortira jamais. C'est pas compliqué. Mais écoutez, si on a été capable en 1975 de se donner au Québec, et il semble que ça a été un vote unanime à l'Assemblée nationale, une charte des droits et libertés, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas se donner une constitution qui assurerait des droits fondamentaux. Après ça, tout est dans l'écriture, vous le savez, je le sais. Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer de rendre ce qu'on appelle judiciable, c'est-à-dire on peut se servir de la Charte des droits pour le plaider? Ben, juste le droit au logement. Vous voulez garder le droit à la propriété, je m'y objecterai pas. Mais je plaiderais pour qu'il y ait une manière, en tout cas, les juristes s'amuseront avec ça, d'affirmer que chaque personne humaine vivant au Québec a le droit à un logement décent, a le droit de se nourrir, je sais pas moi, a le droit d'envoyer ses enfants à une école publique, le droit à l'éducation qui est déjà reconnu mais qui est pas judiciable. Et là, non, dans une constitution, on n'irait pas écrire, mettons, nous abolissons toutes les écoles privées. C'est pas la place. La place, c'est d'assurer, par contre, le droit à l'éducation pour tout le monde. Vous voyez, moi, c'est le genre de constitution que je verrais qui assure des droits, qui assure des possibilités. Puis après, bien sûr, oui, le débat, il se fera dans nos parlements, dans notre Parlement. Alors, je laisse ce désaccord de côté pour revenir à un point que vous avez mentionné. Un Québec inclusif pour tout le monde. Je vous soumets un cas. Dans le Montréal du Bonjour-Rail, est-ce que c'est pas finalement... Dans le Montréal où Jean-François Lisée nous parlait tout récemment du développement d'une forme d'hostilité contre les francophones au Québec. Vous avez peut-être le souvenir de son texte Identité anti-québécoise, où on les traite de kebs et tout ça. Est-ce que finalement, ceux qu'on exclut aujourd'hui, entre guillemets, pour reprendre des mots qui sont pas les miens, mais j'emprunte votre inclusion-exclusion, est-ce que c'est pas les Québécois francophones qui sont traités comme s'ils étaient trop aujourd'hui à Montréal, puis à Laval, puis peut-être de plus en plus, on l'a vu à Soulanges, dans la société du Bonjour-Rail, est-ce que c'est pas nous, entre guillemets, qui sommes traités comme si on était trop? Regardez, je lis avec intérêt les chroniques de Monsieur Lisée. Vous serez peut-être surpris, je suis parfois d'accord avec lui. Puis il y a des fois où je trouve qu'il beurre épais un petit peu. Bon, le Bonjour-Rail m'agace profondément, mais je vais pas très souvent dans les magasins du centre-ville, cela dit, mais j'y vais de temps en temps avec nos petits-enfants qui ont 15 ans puis qui nous traînent là parce qu'ils ont leur magasin préféré. Alors, ce qui est très agaçant, c'est que on nous dit Bonjour-Rail, mais je peux vous assurer d'une chose, par exemple. Pour la suite, tout se passe en français. Autrement dit, ces jeunes vendeuses qui nous disent Bonjour-Rail sur l'ordre de je ne sais qui parlent parfaitement bien français et nous servent en français. Alors oui, le Bonjour-Rail, sincèrement, on s'en passerait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Mais là, ça, c'est toute une autre question. Et une question que je trouve difficile. Alors, je vais être honnête, là, j'ai pas de réponse parfaite. Je vous le dis, j'ai des petits-enfants de 15 ans, parfaitement francophones, qui écrivent bien, puis qui parlent bien leur français avec nous. Mais il s'est développé une culture dans la jeunesse québécoise, toutes catégories confondues, tout groupe confondu, d'opérer une espèce de mélange entre le français et l'anglais qui, oui, m'inquiète, je dois vous le dire. Et si moi je leur pose la question, parce que je leur ai posé, oui, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Moi, j'aimerais ça qu'au Québec, vos enfants plus tard vivent en français. Et les deux m'ont répondu, un garçon et une fille, bien sûr que oui. Ah, bien sûr que oui.
Alors, est-ce qu'on pourrait arrêter de parler franglais? Il y a une espèce d'effet de mode. On a déjà été jeunes, Monsieur Bock-Côté, vous, ça fait moins longtemps que moi, là. C'est sûr que, juste pour irriter un peu nos parents, pour être à la mode, pour être au goût du jour, probablement qu'on a fait quelques niaiseries. Moi, je suis pas certaine que ça reste tout le temps, mais je conviens avec vous, je conviens avec Monsieur Lisée, que oui, il se passe des drôles de choses dans les écoles. Il y a un autre phénomène, c'est celui de jeunes nés au Québec, parlant français, mais par exemple qui sont noirs, qui sont asiatiques, qui sont latino-américains. Et quand j'ai parlé avec quelques-uns de ces jeunes, alors c'est pas une enquête scientifique là, moi j'essaie d'aller sur le terrain quand même, j'essaie de parler avec les gens. Eux, ils me disent, on est d'abord Montréalais, ouais, on est Québécois, mais est-ce que les Québécois veulent vraiment de nous? Ça, c'est pas à 12 ans qu'ils disent ça, mais c'est à 15, 16, mettons. Puis c'est vrai que des fois, on peut se poser la question quand on se rend compte, par exemple, que dans Montréal-Nord, le financement des organismes communautaires est moins élevé que partout au Québec. Pourquoi? Parce que les organismes sont plus récents, puis comme on finance les organismes sur une base historique, ben ceux-là ont moins d'argent que les autres. Oui, mais c'est ridicule parce que c'est là qu'on en a vraiment besoin. Donc, il y a des... Je pense que de part et d'autre, il y a des choses à régler. Moi, pour prôner le dialogue, je ne vois pas d'autre solution que de s'asseoir et parler. Ça ne résout pas tout, c'est pas miraculeux, mais en tout cas, moi, dans ma vie, ça a été une bonne recette. Françoise David, merci infiniment pour votre temps ce matin. C'était un plaisir de vous parler. Mais merci beaucoup et ça a fonctionné avec la technique. N'est-ce pas? Au revoir. Et ça refonctionnera. Merci.